Les accords de Matignon-Oudinot, signés en 1988, prévoyaient l'organisation d'un référendum d'autodétermination 10 ans plus tard. Mais les traumatismes engendrés par la période des événements laissaient présager un retour des tensions, un risque trop élevé pour le climat de paix au pays. C'est la raison pour laquelle des discussions sont menées afin de trouver une solution consensuelle entre les deux parties dans les années 90. Il y a eu deux temps. D'abord, l'avant-négociation et la signature de l'accord de Nouméa, et puis ensuite le temps de la négociation et de la signature. Deux temps bien distincts. Avant, c'était le politique qui s'appelait Simon Louécotte, qui voyait tous les frères indépendantistes qui étaient en face et qui les combattait avec des idées qui étaient les miennes de cette époque-là. Et je me disais, rien ne nous sera imposé. Par contre, eux, ils devront accepter tout ce que nous allions leur demander. Parce que je pensais que nous étions dans notre droit. Dans notre esprit, c'est nous négocions l'indépendance. L'indépendance, on ne négocie pas l'indépendance. On négocie le temps pour y arriver. Mais l'indépendance est un droit, qui est un droit qui a été réaffirmé par l'ONU. Et donc on négocie le temps pour y arriver. Et donc dans notre esprit, quand on est rentré dans l'accord, dans la négociation, donc c'est avec l'idée de négocier le temps. Les discussions tripartites débutent officiellement en février 1996. Pour autant, l'opposition entre les deux camps reste vive. Alors, c'était particulier parce que, jusqu'à la dernière minute, on se regardait un peu en chaîne faïence. Savoir qui va craquer le premier. C'était intense, on s'est accroché avec l'équipe d'en face. Et donc, ça a été des disputes mémorables. Paul Niaoutine, parce que c'est lui qui menait les discussions avec Pierre Froger, par exemple, ou avec Simon Louécotte. 2 mois plus tard, les discussions autour de l'avenir institutionnel sont une nouvelle fois rompues, l'usine du Nord s'étant invitée dans les débats politiques. Finalement, la reprise des négociations se fait en février 1998, dès la levée du préalable minier par les indépendantistes à la signature des accords de Bercy. Dès la levée du préalable minier, les discussions sur l'avenir institutionnel du pays reprennent le 24 février 1998. Durant des semaines, les délégations du RPCR et du FLNKS négocient avec l'État entre Paris et Nouméa. Des jours durant lesquels les inquiétudes et les tensions sont palpables. Alors qu'un consensus est en bonne voie, les négociations sont une nouvelle fois fragilisées au début du mois d'avril. Jacques Lafleur, de temps en temps, ne participait pas. Mais comme c'était notre chef quand même, le chef de nos délégations, lorsqu'il n'était pas là, on était obligé d'aller le voir pour lui rendre compte de ce que nous avions décidé, de ce que les autres demandaient, et puis la marche à suivre. En fait, un peu la crainte au ventre quand même quand on venait voir Jacques Lafleur, et la crainte de l'entendre dire par exemple, mais bande de cons, mais pourquoi vous avez accepté ça? Il fallait jamais, il fallait dire ceci, il fallait dire cela, etc. Et puis il nous disait, bon ben, pas grave, vous allez aller le redire, etc. Puis c'est ce sentiment qu'on n'y arriverait pas. Alors, nous, au sein de l'équipe du FLNKS, on avait donc une équipe de négociateurs, Paul Niaoutine, Roch Wamitan, Charles Pidgeot et moi-même. Et donc à côté, il y avait deux techniciens. Voilà pour l'organisation. Ensuite, on s'est aussi organisé pour dire, le président du front, Roch Wamitan, lui, dans les réunions, c'est lui qui introduit. Donc c'est plus Paul Niaoutine qui, lui, va au contact. C'est lui le principal négociateur et nous, on intervenait que de besoin.
Il y a eu par exemple des suspensions d'échange parce qu'on est arrivé, il y a vraiment un état, une discussion électrique qu'il fallait arrêter. Et puis, donc, sinon, on en venait aux mains ou je ne sais pas, et donc on arrêtait puis on reprenait le lendemain. Près de 2 mois plus tard, le 21 avril, vers 22 heures, les 3 partenaires parviennent à trouver et signer un accord, l'accord de Nouméa. Je me souviens de Harold Martin, après la signature de l'accord de Nouméa. Et au moment où nous étions libérés de cette charge, et nous nous retrouvons dans la grande salle de la résidence du haut-commissaire, puis on buvait un petit coup. Charles Pidgeot qui cogne son verre contre celui d'Harold Martin, et puis qui dit de toute façon, ce ne sera pas notre problème, ce sera le problème des générations futures. On a négocié, ils ont fait des concessions, nous en avons fait, parce qu'on pense qu'on a fait tout ça pour les générations futures. On dit que les gens trouvent normal aujourd'hui de dire, de faire, de se comporter d'une certaine manière, mais il aura fallu beaucoup de temps de la négociation pour en arriver là, à ce que nous sommes aujourd'hui, oui. Pour arriver à un accord équilibré. Mais quand je dis accord équilibré, c'est que tout le monde a trouvé son compte. Signé le 21 avril, l'accord de Nouméa sera officiellement scellé le 5 mai 1998 avec la venue de Lionel Jospin au pays, alors Premier ministre de l'époque. Une solution de compromis dans laquelle personne ne renierait ses idéaux. C'est dans cet esprit que l'accord de Nouméa a été imaginé par l'État, le FLNKS et le RPCR. Au-delà du consensus, ce texte législatif est novateur, à commencer par son préambule. Ce dernier décrit les conséquences de la colonisation pour l'identité kanak. Le moment est venu de reconnaître les hommes de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière. Parmi les 6 parties qui le composent, l'une d'entre elles est dédiée à l'identité kanak. Pour la première fois dans l'histoire de la Calédonie, mais aussi de la France, le peuple autochtone est reconnu ainsi que toutes les autres communautés. C'est avec l'accord de Nouméa qu'on va voir la naissance de 2 institutions. L'Académie des langues kanak, qui sera là pour valoriser les langues kanak, mais également le Sénat coutumier, qui fera suite au Conseil coutumier de la Nouvelle-Calédonie. L'autre point fort de l'accord de Nouméa, c'est qu'il prévoit le partage de compétences avec l'État et notamment un transfert progressif. Donc l'accord de Nouméa prévoyait bien sûr des transferts de compétences, sauf les transferts de compétences régaliens. Cependant, parmi les compétences régaliennes, il y en a une seule qui est partagée avec la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de la diplomatie, qui est exercée à la fois par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la fois par l'État. L'ensemble des compétences ont été transférées à la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des compétences de l'article 27, qui concerne l'enseignement supérieur ainsi que la télévision. La reconnaissance de l'identité kanak et des autres communautés va également être prise en compte dans divers domaines. Statut et droits coutumiers, organisation politique du territoire, via la création d'un exécutif local, le gouvernement, mais aussi dans l'emploi. C'est ce qui rendra possible la loi sur l'emploi local, ou encore la formation avec des dispositifs tels que 400 cadres, appelés aujourd'hui cadres avenir. Je peux tirer plusieurs bilans de l'accord de Nouméa. Tout d'abord, les langues kanak, par exemple, ont été reconnues comme langues d'enseignement et de culture. Cependant, les progrès à faire encore sont énormes. Ensuite, on peut également citer le travail de mémoire qui a été effectué, c'est-à-dire que l'ensemble des communautés de la Nouvelle-Calédonie a fait son propre travail de mémoire, un travail mémoriel pour se rappeler de l'histoire de chacun, d'où nous venons, etc., nos ancêtres et nos origines. Cependant, il faut que l'on travaille encore pour une mémoire commune à toute la Nouvelle-Calédonie, une mémoire qui dépasse les clivages des communautés. Et sur ce point-là, la Nouvelle-Calédonie doit encore bâtir sa propre mémoire qui, pour moi, lui permettra d'accéder à une conscience commune et favoriser ainsi l'émergence d'une citoyenneté commune en Nouvelle-Calédonie. 23 ans après, on peut se rendre compte que cet accord a bien été signé par les 2 parties qui n'y voyaient pas les mêmes finalités.
pour les indépendantistes, il s'agissait d'un accord de décolonisation qui devait aboutir à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Pour les loyalistes, il s'agissait de refonder le lien social en Nouvelle-Calédonie, mais dans la France. Au terme du processus, tant que les consultations n'auront pas abouti à une nouvelle organisation politique, celle mise en place par l'accord de Nouméa restera en vigueur. Dominique, Mana et Tom ont tous les trois des origines et des histoires différentes. Dominique, elle, avait 21 ans à la signature de l'accord de Nouméa. Si elle se rappelle qu'elle a voté oui pour sa mise en place en novembre 1998, mais sans savoir réellement ce qu'il impliquait, elle s'est intéressée à son contenu et à son cheminement au fil des années. Aujourd'hui, celle qui se définit comme une bourraillesse de souche dresse un bilan positif de manière générale, avec toutefois un regret. La loi sur l'emploi local. En fait, quand l'accord est né, l'emploi local est né, les élus politiques de tous bords ont mis plus de 12 ans pour pouvoir mettre en place le premier texte de loi de pays sur le secteur du privé et plus de 18 ans pour celui pour la fonction publique. Je ne trouve pas du tout ces textes qui ont été mis en place protecteurs parce qu'ils sont dépourvus de sanctions ou d'amendes, ils sont violés en toute impunité. Et franchement, pour un pays, si tu ne mets pas en avant le capital humain et la population locale pour pouvoir développer ton pays, on n'arrive pas à grand-chose. Mana, lui, avait 1 an à la signature de l'accord de Nouméa. La plus grande partie de son enfance, il l'a passée à Djerou, d'où il est originaire. Actuellement à Paris pour un master en droit, c'est dans le cadre de ses études qu'il a appris ce que contenait l'accord de Nouméa. 23 ans après sa signature, le jeune homme en dresse un bilan mitigé, même s'il reste optimiste quant à l'avenir du pays. Au départ, on parlait des provinces pour permettre un rééquilibrage entre le nord, le sud et les îles. Et aujourd'hui, un côté pervers de cette provincialisation, c'est qu'aujourd'hui, tu arrives en province sud, on te dit, mais tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais en province sud? Pourquoi tu n'es pas en province nord? Pourquoi tu es en province des îles? Alors que finalement, c'était pas l'idée de, de la provincialisation. Et cette provincialisation aussi, peut-être qu'il faudrait la questionner, il faudrait la revoir. Il faut revoir aussi la distribution des richesses en Nouvelle-Calédonie. La vie chère, en Nouvelle-Calédonie, la vie est trop chère. Tom, quant à lui, est né à Bordeaux. Il est arrivé au pays en 1996 à l'âge d'1 an avec ses parents. Toute sa vie, il l'a vécu en Nouvelle-Calédonie. C'est parce qu'il ne peut pas voter au référendum qu'il a souhaité apporter son témoignage. Après le deuxième référendum et dans les embouteillages du matin, je me suis dit, cette dame, elle est déçue, cette dame, elle est contente, mais une personne sur deux est déçue, une personne est contente. Je trouve ça triste pour la moitié de la population, pour 49%, pour 51% de la population. Je suis triste en fait parce qu'on n'a pas réussi à dégager une majorité, un vote majoritaire vraiment. Et pour moi, la grande erreur, ça a été de présenter uniquement deux réponses possibles. Et comme par exemple on a parlé tout à l'heure, je fais partie d'une génération qui est presque née ici malheureusement, mais j'ai plein d'amis bien sûr qui sont nés ici et qui ne se représentent pas dans le oui et ni dans le non. Et j'espère qu'importe le résultat qui sortira de ce référendum, qu'ensuite on s'intéressera à ce peut-être. En 1998, 71% de la population ont voté pour l'accord de Nouméa et 28% contre.